Bonjour mes chéris, installez-vous confortablement, prenez un café au lait et préparez-vous à une histoire qui vous réchauffera le cœur et vous fera rêver du grand amour. Aujourd'hui, nous voyageons dans les rues pavées de Montmartre, à Paris, où le destin unira deux cœurs pour un voyage inoubliable. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous surprenait au moment où vous vous y attendiez le moins ? L'histoire d'aujourd'hui parle de Camille, une serveuse timide avec un secret bien gardé, et de Julien, un milliardaire qui croyait que l'argent pouvait tout acheter sauf le bonheur. La vie de Camille avait été une douce mélodie répétitive, comme la chanson française qui passait doucement à la radio dans le petit bistrot où elle travaillait, Le Rêve de Paris. Chaque jour, avant que le soleil n'embrasse les toits de tôle de la ville, elle était déjà levée. Son petit appartement, surplombant les dômes blancs de la basilique du Sacré-Cœur, était à la fois son sanctuaire et sa prison. Là, elle prenait soin de sa grand-mère, Madeleine, dont le sourire était la seule lueur dans ses jours gris, mais dont la santé fragile était une ombre constante. Les factures médicales s'accumulaient comme des feuilles d'automne sur le trottoir, et le salaire que Camille gagnait en servant du café crème et des croissants couvrait à peine l'essentiel. C'était le plus grand défi de sa vie, préserver sa dignité et prendre soin de sa grand-mère, alors que le désespoir frappait à sa porte. Son secret était l'ampleur de la dette qui la hantait. Un montant si important qu'elle pouvait à peine le dire à voix haute. Par une journée pluvieuse et typiquement parisienne, la sonnette du bistrot retentit, annonçant un nouveau client. Ce n'était pas un de ces touristes munis de cartes, ni un de ces artistes locaux sentant la peinture. C'était Julien Dubois. Il portait un costume impeccable qui, à lui seul, valait plus que tout ce que Camille possédait. Son visage, placardé sur les couvertures de des magazines économiques, était connu dans toute la France. Julien n'était pas seulement riche, c'était une dynastie, sa famille contrôlait des empires et il était l'héritier qui avait multiplié cette fortune avec un sang-froid et une intelligence qui effrayaient ses concurrents. Camille sentit l'air se raréfier, ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle prit le menu. Servir un client comme celui-là, c'était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme d'attente. Il s'assit à une table dans un coin, loin de la fenêtre, comme pour se cacher de la ville elle-même. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, balayèrent la pièce avec une indifférence calculée. « Un café noir, si vous voulez bien » dit-il d'une voix grave et impassible, sans même la regarder. Pour lui, elle n'était qu'un élément du décor, une silhouette anonyme qui lui apporterait du café. Pour Camille, cet homme représentait tout ce qu'elle n'était pas et ne serait jamais. La distance qui les séparait n'était pas seulement la table en bois usé, mais tout un univers de privilèges et de soucis. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, invisible pour quelqu'un qui semblait avoir le monde à ses pieds ? De quelle ville observez-vous cette histoire de monde si différent ? Elle versa le café, les mains immobilisées par la seule force de sa volonté, et se retira derrière le comptoir, l'observant discrètement. Julien sirotait son café. Il était amer, fort, contrairement au mélange onctueux et exotique préparé par son chef privé. Mais il y avait quelque chose de vrai là-dedans, dans le goût, dans la simplicité du bistrot, dans le silence seulement rompu par le bruit de la pluie et la respiration douce de la serveuse qui se déplaçait avec une délicatesse presque douloureuse. Soudain, son téléphone portable vibra sur la table, un appel professionnel urgent. Son expression se durcit, sa voix rauque tandis qu'il parlait en anglais de millions d'euros, d'OPA hostiles et de délais impossibles. Camille, qui nettoyait une table voisine, sentait la tension émaner de lui. Lorsqu'il raccrocha, il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qui le rendit, l'espace d'un instant, vulnérable, humain. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une fraction de seconde. Dans son regard, il ne lut ni admiration ni envie, comme il en avait l'habitude, mais une sorte de compassion silencieuse. Cela le désarma. Si vous appréciez cette histoire et que vous souhaitez savoir comment le destin va à nouveau croiser le chemin de Camille et Julien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Il termina son café, laissa quelques billets sur la table, bien plus que nécessaire, et partit aussi brusquement qu'il était venu, retournant sous la pluie et dans son monde de chiffres et de pouvoir. Camille s'approcha de la table, le cœur battant. Le pourboire suffisait à payer une semaine de courses et une petite portion des médicaments de sa grand-mère. Une vague de soulagement et d'humiliation la submergea. Était-ce un geste généreux ou un acte de pitié ? Elle plia les billets, le papier frais dans ses mains chaudes, ressentant le poids de cette rencontre bien après que la sonnette eut cessé de sonner. Ce soir-là, alors qu'elle donnait ses médicaments à Madeleine, qui fredonnait une vieille berceuse,
Camille ne pouvait se sortir de la tête le regard bleu et froid du milliardaire. Elle l'ignorait, mais cette rencontre fortuite sous la pluie n'était que la première goutte d'eau d'un orage qui allait changer sa vie à jamais. Les jours qui suivirent furent, pour Camille, un retour à la routine. Le milliardaire et son regard hivernal devinrent un étrange souvenir, une aberration dans sa vie prévisible. Elle continua sa danse silencieuse entre les tables du bistrot et le petit appartement, où se mêlaient les parfums de lavande et de médecine. Madeleine, sa grand-mère, avait des bons et des mauvais jours. Les bons jours, elles riaient ensemble, se remémorant les étés normands et le grand-père de Camille, boulanger aux mains toujours blanches de farine. Les mauvais jours, le silence pesait lourd, et Camille sentait la boule se serrer dans sa gorge, la peur devenant une compagne constante. La dette n'était pas qu'un chiffre, c'était un monstre qui se nourrissait de son sommeil et de ses rêves. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un gratte-ciel de la Défense surplombant Paris, Julien Dubois n'oubliait pas le goût amer de ce café. Et, plus que le café, il n'oubliait pas le regard de la serveuse. Dans son monde, les gens le regardaient avec un mélange de peur, d'admiration et, surtout, d'avidité. Il voulait son argent, son pouvoir, son influence, mais ses yeux, ils exprimaient quelque chose de différent. Une compassion pure, une tristesse voilée qui semblait déceler une douleur intérieure qu'il refusait d'admettre. Cela l'intriguait. Lui, homme qui décryptait les marchés financiers complexes et anticipait les manœuvres de ses concurrents avec une précision chirurgicale, se retrouvait incapable de déchiffrer un simple regard. Sa vie était une succession de réunions, de dîners d'affaires et de voyages en jet privé. Une cage dorée. Son père, un patriarche impitoyable, l'appelait quotidiennement, non pas pour prendre de ses nouvelles, mais pour s'interroger sur ses profits et ses nouvelles acquisitions. L'héritage, Julien. Pense à l'héritage. Tel était son mantra. Mais quel était cet héritage, bâti sur la solitude et l'absence de tout lien réel? Avez-vous déjà ressenti le besoin de retourner à un lieu ou à une personne qui vous avait marqué, sans savoir exactement pourquoi? C'est précisément cette force inexplicable qui l'a poussé, un jeudi après-midi, à annuler un rendez-vous important et à dire à son chauffeur « Emmène-moi à Montmartre ». Quand la cloche du rêve de Paris sonna à nouveau, le cœur de Camille fit un bond. C'était lui. Cette fois, il ne portait pas de costume formel, mais une chemise en lin sombre et un pantalon élégamment coupé. Il paraissait plus jeune, moins intimidant, mais l'aura du pouvoir l'enveloppait toujours. Il s'assit à la même table. « Un café noir, s'il vous plaît », dit-il, mais cette fois, il la regarda droit dans les yeux. Le bleu semblait moins froid, peut-être teinté d'une curiosité sincère. Camille sentit son visage rougir tandis qu'elle préparait le café. Ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi la présence de cet homme la gênait-elle autant? Elle versa la tasse, s'efforçant de conserver une attitude professionnelle. « Autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix plus basse que prévu. Il marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots. « Cet endroit a une histoire ?» demanda-t-il, son regard parcourant les murs couverts de vieilles photographies en noir et blanc. La question la prit par surprise. Personne ne s'intéressait jamais à l'histoire du bistrot. Il appartenait à mes grands-parents, répondit-elle avec un léger sourire. Mon grand-père disait que chaque tasse de café servie ici contenait un petit rêve de Paris. La simplicité de sa réponse sembla lui plaire. Il sourit, un petit sourire, mais qui transforma complètement son visage. Un bon nom alors, le rêve de Paris. Ils restèrent assis en silence un moment, un silence confortable auquel aucun d'eux ne s'attendait. C'est alors que le téléphone portable de Camille, un vieil appareil glissé dans la poche de son tablier, vibra. Le nom sur l'écran lui glaça le sang. C'était l'hôpital. Après s'être excusée précipitamment, elle se retira dans un coin, essayant de parler à voix basse. « Oui, je comprends. Mais le paiement… Non, je le recevrai. Promis. » Les mots sortirent dans un murmure désespéré. Julien, tout en feignant de regarder par la fenêtre, observa chaque nuance de son expression. Il vit la panique dans ses yeux, la façon dont sa main libre serrait fermement son tablier, la pâleur qui envahissait son visage. C'était un maître de la lecture, un talent essentiel dans son domaine, et ce qu'il y vit était l'image même d'un désespoir refoulé. Lorsqu'elle raccrocha, le silence dans le bistrot lui parut assourdissant. Elle se retourna, s'efforçant d'esquisser un sourire professionnel, mais son visage lui semblait un masque fragile, susceptible de voler en éclats à tout instant. Son regard croisa celui de Julien et, l'espace d'un instant, elle se sentit complètement exposée, comme s'il la perçait à jour, voyant la dette, la peur, l'épuisement. Il ne dit rien de l'appel.
Il la regarda simplement avec une intensité qui la coupa le souffle. « Tout va bien » demanda-t-il d'une voix douce, dénuée de sa dureté d'antan. Cette simple question, pleine d'une inquiétude sincère, faillit la briser. Mais l'orgueil, cette vieille armure tenace, la maintint debout. « Oui, monsieur. Juste une affaire de famille » mentit-elle d'une voix ténue. « Tout est sous contrôle. » Il hocha lentement la tête, mais son regard trahissait son incrédulité. Il connaissait le désespoir, même si le sien était d'une autre nature, un vide existentiel que l'argent ne pouvait combler. Il voyait en elle un désespoir plus palpable, plus urgent. Offrir de l'argent directement serait une insulte, une démonstration de force qui détruirait le lien fragile qui se formait entre eux. Il savait qu'il devait agir, mais différemment. Il se leva, laissa de nouveau quelques billets sur la table et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Tes grands-parents ont construit quelque chose de magnifique ici, » dit-il. Un endroit avec une âme. Puis, il disparut, laissant Camille le cœur battant la chamade et l'esprit confus. Sa gentillesse inattendue était plus dérangeante que son indifférence initiale. Dehors, sur le trottoir mouillé, Julien monta dans sa voiture noire qui l'attendait. Le luxe de l'intérieur en cuir lui suffoquait. Il sortit son portable et composa un numéro. « Antoine !» dit-il lorsque l'appel fut décroché. « J'ai besoin d'un service ? Il y a un bistrot à Montmartre, le rêve de Paris. La serveuse s'appelle Camille. Sa grand-mère, Madeleine, semble être soignée à l'hôpital Saint-Louis. Je veux que vous vous renseigniez sur ce qui se passe. Discrètement, compris ? Personne ne doit savoir que je suis impliqué. Je veux un rapport complet pour demain matin. » Il raccrocha, le regard fixé sur les gouttes de pluie qui ruisselaient sur la vitre. Pour la première fois depuis des années, un problème qui n'était pas le sien le consumait. Il n'agissait pas par pitié, il le faisait à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, une force qui l'attirait dans l'orbite de cette fille, aux yeux tristes et à l'esprit inébranlable. Camille ferma le bistrot ce soir-là, sentant un poids encore plus lourd sur ses épaules. La conversation avec l'hôpital avait été claire. Si un paiement substantiel n'était pas effectué rapidement, le traitement de Madeleine serait transféré à un établissement public avec une longue liste d'attente et des ressources limitées. Cette pensée la terrifiait. Avez-vous déjà dû cacher un problème majeur pour protéger un être cher ? C'est exactement ce que Camille fit. En rentrant chez elle, elle trouva sa grand-mère assise dans le fauteuil en train de tricoter une écharpe en laine bleue. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda Madeleine avec son doux sourire. Camille força son plus beau sourire. « C'était bien, grand-mère, paisible. » Elle s'assit au pied de sa grand-mère, la tête sur ses genoux, comme elle le faisait enfant. À cet instant, sentant le parfum familier de la lavande et le doux contact des mains ridées de Madeleine dans ses cheveux, elle s'autorisa à pleurer en silence, cachant son visage pour que la seule famille qui lui restait ne voie pas ses larmes de désespoir. Elle ne le savait pas, mais les roues du destin, poussées par un milliardaire intrigué, avaient déjà commencé à tourner en sa faveur. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le lendemain matin, le soleil parisien tentait de percer les nuages gris. Mais pour Camille, le monde semblait plus sombre que jamais. Une nuit blanche avait marqué son regard. Au bistrot, chaque sourire adressé à un client était un effort monumental. Pendant une pause, elle appela la banque, une dernière tentative désespérée pour obtenir un petit prêt. La voix à l'autre bout du fil était polie, mais ferme. « Je suis désolée, mademoiselle, mais compte tenu de vos revenus et de votre historique, nous ne pouvons pas approuver votre demande. » Chaque mot était un clou dans le cercueil de ses espoirs. Elle raccrocha, essoufflée. C'était la fin, elle avait trahi sa grand-mère. Pendant ce temps, au sommet de l'un des plus hauts immeubles de Paris, Julien lisait un dossier sur sa tablette. Les mots et les chiffres froids à l'écran racontaient toute l'histoire de Camille. La dette exacte envers l'hôpital, les intérêts courus, les demandes de prêts refusées, le dossier médical détaillé de Madeleine. Antoine avait été efficace, comme toujours. Mais contrairement à d'autres rapports d'activité, celui-ci ne le laissait pas de marbre. Au contraire, il allumait en lui une fureur sourde. Fureur contre un système capable d'écraser une personne aussi travailleuse et dévouée. Fureur contre l'injustice de tout cela. Il jeta un coup d'œil à la photo de Camille qu'Antoine avait jointe, une image discrète prise à la sortie du bistrot. Elle souriait à une cliente âgée, et dans ses yeux, il lut la même gentillesse qui l'avait désarmé. Il n'y a pas réfléchi à deux fois. Ce n'était pas une décision commerciale, il n'y avait aucune analyse de risque ni de retour sur investissement. C'était purement instinctif. Il a passé un appel. « Antoine, crée un fonds anonyme via notre fondation caritative. Je veux que la totalité de la dette de l'hôpital Saint-Louis au nom de Madeleine Dubois soit remboursée.
immédiatement et crée un fonds pour couvrir tous ses futurs traitements et frais médicaux, sans limite. Et surtout, personne, absolument personne, ne peut connaître l'origine de l'argent. Qu'il pense qu'il s'agit d'un donateur anonyme, d'une erreur système, peu importe. Camille Hassel ne peut pas savoir que c'est moi. De retour à Montmartre, Camille essuyait le comptoir, l'esprit embrumé par la panique lorsque son téléphone portable sonna. C'était l'hôpital. Son cœur se serra. Elle répondit, s'attendant au pire. Mais la voix de l'administratrice à l'autre bout du fil était hésitante, presque confuse. « Mademoiselle, j'appelle au sujet du compte de votre grand-mère. Il y a eu, disons, une situation inhabituelle. La dette a été intégralement réglée. » Camille se tut, serrant si fort le téléphone que ses jointures en blanchirent. « Désolée, je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « La dette, mademoiselle, elle a été intégralement réglée par un donateur anonyme. De plus, un fonds a été créé pour couvrir tous les futurs frais de traitement de Madame Madeleine. » Le torchon tomba des mains de Camille, ses jambes fléchirent et elle dut s'appuyer contre le comptoir. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de désespoir. C'étaient des larmes de choc, de soulagement, d'une gratitude si intense qu'elle la laissa sans voix. « Anonyme ? Mais qui ? Pourquoi ?» parvint-elle à demander. « Nous n'avons pas cette information, mademoiselle, seulement que votre grand-mère est saine et sauve. Tous les soins nécessaires lui seront prodigués. » Après avoir raccroché, Camille resta plantée là un long moment, les larmes aux yeux. Un miracle. Un ange gardien était apparu dans sa vie au plus sombre de ses jours. Elle pensait à tous ceux qu'elle connaissait, mais personne n'avait le pouvoir de faire une chose pareille. Était-ce une erreur? Une bénédiction divine? Son esprit tournoyait, incapable de saisir l'ampleur de ce qui s'était passé. Que ferait-elle dans une telle situation? Croirait-elle à un miracle ou chercherait-elle une explication logique? Cet après-midi-là, alors que Julien traversait Montmartre en voiture, il aperçut Camille devant le bistrot, en train de discuter avec une fleuriste. Elle riait, un rire sincère, libre, qui illuminait tout son visage. Il ne l'avait jamais vue rire ainsi. Son cœur, un muscle qu'il croyait entraîné uniquement pour le travail et l'indifférence, fit un bond inattendu. Il dit au chauffeur de poursuivre sa route, mais l'image de ce sourire resta gravée dans sa mémoire. Il avait changé sa vie à son insu, et ce faisant, il sentit quelque chose en lui aussi changer. La cage dorée dans laquelle il avait vécu lui parut soudain un peu moins solitaire. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il avait besoin de la revoir, non pas en milliardaire dans un bistrot, mais en Julien. Juste Julien. La semaine qui suivit fut, pour Camille, comme une renaissance. Le poids écrasant qu'elle portait sur ses épaules depuis si longtemps s'évanouit. L'air semblait plus léger, les couleurs de Paris plus éclatantes, et l'avenir, autrefois un abîme sombre, s'étendait désormais comme une toile vierge, pleine de possibilités. Elle annonça la nouvelle à Madeleine, omettant son désespoir initial, précisant seulement que l'hôpital avait restructuré sa dette grâce à un programme caritatif. Madeleine, avec la sagesse de quelqu'un qui a beaucoup vécu, sourit simplement et serra la main de sa petite fille. « La gentillesse existe toujours, ma chérie, » dit-elle. Parfois, elle nous trouve au moment où nous en avons le plus besoin, là où on l'attend le moins. Le cœur plus léger, Camille retrouva la joie des petites choses. L'odeur du pain frais de la boulangerie le matin, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres de la place des Vosges, le son de l'accordéon d'un musicien de rue. Son sourire au bistrot n'était plus forcé. Il reflétait véritablement sa paix intérieure. Les clients remarquèrent le changement. « Vous êtes radieuse aujourd'hui, Camille », commenta Madame Dubois, une dame âgée qui fréquentait le café tous les jours, et c'était vrai, elle était radieuse. Au loin, Julien subissait lui aussi une transformation. L'image du sourire de Camille devenait son refuge mental lors des réunions tendues et des discussions glaciales avec son père. Il réalisait que l'aider, anonymement et avec altruisme, lui procurait une satisfaction qu'aucun contrat à 1 million d'euros ne lui avait jamais procurée. Mais maintenant, un nouveau problème se posait à lui. Comment la recontacter sans le bouclier de son nom et de sa fortune? Il ne voulait pas être le milliardaire qui l'avait sauvé. Il voulait être l'homme qu'il avait rencontré. La solution lui est venue d'un recoin poussiéreux de son passé. Dans un placard de son appartement minimaliste, il a trouvé une vieille boîte contenant son premier appareil photo. Une passion d'adolescent que son père avait anéantie, la qualifiant de distraction inutile pour l'héritier d'un empire. À cet instant, il a pris une décision. Il ne serait plus seulement l'héritier, il serait Julien. Le lendemain, il a abandonné son costume de créateur.
Il a opté pour un jean, une chemise simple et un manteau usé. L'appareil photo en bandoulière, il est retourné à Montmartre, non pas en homme d'affaires, mais en homme à la recherche de quelque chose qu'il avait perdu. Quel est votre plus grand rêve? Celui que vous gardez au fond de votre cœur et que vous avez peur de partager? Il entra dans le rêve de Paris. L'endroit avait la même apparence, mais l'atmosphère était différente, plus légère. Camille était derrière le comptoir, préparant un petit vase de marguerite. Elle le vit et ses yeux s'écarquillèrent un instant, le reconnaissant, puis une expression de curiosité traversa son visage. Il avait l'air différent. « Bonjour !» dit-il avec un sourire timide dont il ne se savait pas capable. « Un café noir, s'il vous plaît. » Tandis qu'elle préparait le café, il s'approcha du comptoir. « Excusez-moi de demander, » commença-t-il, un peu gêné. « Mais vous semblez bien connaître ce quartier. J'essaie de me remettre à la photographie. Je cherche des endroits qui ont une âme. » Il utilisa son mot à dessein. Camille sourit, d'un sourire chaleureux et ouvert. « Vous êtes au bon endroit, » dit-elle. Montmartre est une ville pleine d'âme. Libérée de l'anxiété qui la consumait, elle se sentit à l'aise pour parler. Elle lui parla des jardins cachés derrière la basilique du Sacré-Cœur, de la place du Tertre à l'aube avant l'arrivée des touristes et l'installation des chevalets par les artistes, et d'un petit vignoble, le Clos Montmartre, un secret au cœur de la ville. Tandis qu'elle parlait, ses yeux brillaient de passion pour son quartier. Julien l'écoutait, fasciné. Il n'entendait pas seulement parler de lieux, il voyait le monde à travers ses yeux. Un monde plein de beauté et de petits miracles que l'argent ne pouvait acheter. « Et vous ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Quel est votre rêve de Paris ?» La question la prit de court, mais agréablement. Elle rougit légèrement et regarda les marguerites sur le comptoir. « C'est ridicule !» commença-t-elle. « J'ai toujours rêvé d'avoir une petite boutique de fleurs. Un endroit où l'on pourrait apporter un peu de beauté à la maison. Les fleurs ne posent pas de questions, elles ne jugent pas. Elles existent, tout simplement, pour égayer la journée de quelqu'un. » La simplicité et la pureté de son rêve le frappèrent comme une flèche. Dans son monde, les rêves des gens tournaient autour des yachts, du pouvoir et de l'argent. Le sien, c'était de donner de la joie. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Il resta un peu plus longtemps et ils discutèrent comme s'ils étaient de vieux amis. Pour la première fois, Camille ne vit pas le milliardaire, mais un homme au regard bienveillant et à la curiosité sincère. Et Julien, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentit pas comme un PDG, mais simplement comme un homme parlant à une femme qui lui faisait tout oublier. En se levant pour partir, il ressentit une certaine réticence. « J'essaierai de retrouver les endroits que vous avez mentionnés, » dit-il. « Je pourrais peut-être vous montrer les photos un de ces jours ?» L'invitation flottait dans l'air, délicate et pleine d'espoir. « Avec plaisir », répondit Camille, et le sourire qu'elle lui adressa fut le plus précieux que Julien ait jamais reçu. Il quitta le bistrot plus riche que jamais, non pas avec des euros sur son compte en banque, mais avec la promesse d'un nouveau départ. Les jours suivants, Julien fit exactement ce qu'il avait promis. Il se perdit dans les ruelles de Montmartre, son appareil photo devenant le prolongement de son regard. Pour la première fois depuis des années, il ne cherchait plus des angles d'investissement ni des échecs boursiers, il cherchait la beauté. Il photographia la place du Tertre à l'aube, la brume s'élevant de l'asphalte, les chevalets vides attendant leurs artistes tels des soldats endormis. Il trouva le vignoble secret dont Camille avait parlé, un petit miracle vert coincé entre des bâtiments de pierre, et captura la façon dont les feuilles de vigne s'accrochaient aux treillis. Il n'était plus Julien Dubois, le milliardaire. Il était juste un homme avec un appareil photo, redécouvrant un monde dont il avait oublié l'existence, guidé par la carte que Camille avait dessinée dans son cœur. Chaque clic de l'obturateur le rapprochait de son ancienne vie. Quelques jours plus tard, le cœur battant plus fort qu'avant chaque réunion du conseil d'administration, il retourna au rêve de Paris. Il portait une fine tablette dans une simple serviette en cuir. Camille servait la dernière table du déjeuner. Lorsqu'elle le vit, un sourire illumina instantanément son visage, lui donnant l'impression que le soleil avait décidé de briller rien que pour lui. « Tu es de retour ?» dit-elle d'une voix emplie d'un plaisir sincère. « Je suis de retour », répondit-il. « Et je t'ai apporté quelque chose. » Il s'assit à une table tranquille et posa sa tablette dessus. « Les photos, dit-il. J'ai trouvé les lieux. » Elle s'assit en face de lui, les yeux brillants d'impatience. Il ouvrit la galerie et la première image apparut, la place du Tertre à l'aube. Camille porta la main à sa bouche. Il n'avait pas seulement photographié le lieu, il avait capturé l'émotion, la solitude poétique qu'elle aimait tant.
Tandis qu'il faisait défiler les images, un chat endormi dans une fenêtre fleurie, un couple de personnes âgées se tenant la main sur un banc public, la lumière dorée éclairant les coupoles du Sacré-Cœur, elle devint de plus en plus silencieuse. Il avait vu son Montmartre, le Montmartre qui vivait dans son âme. « Ils sont magnifiques », murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. « Tu n'es pas seulement un photographe, tu es un poète. » Ces compliments le touchèrent plus profondément que n'importe quelle récompense professionnelle qu'il avait jamais reçue. « J'ai été bien guidé, » dit-il d'une voix légèrement rauque. « J'ai simplement suivi vos conseils. » L'atmosphère entre eux changea. Ils n'étaient maintenant plus seulement un client et une serveuse. Ils étaient deux personnes partageant un moment de complicité authentique. Avez-vous déjà partagé quelque chose de vous, une passion ou un hobby, avec quelqu'un et vous êtes senti vraiment vu et compris? C'est un sentiment puissant, n'est-ce pas? Animé d'un courage qu'il ignorait posséder, Julien tenta sa chance. Je me disais, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais être mon guide en personne. Montre-moi tes endroits préférés au lieu de juste me les décrire. L'invitation flottait dans l'air, délicate et pleine de potentiel. Les yeux de Camille s'écarquillèrent légèrement et une rougeur lui monta aux joues. J'adorerais, répondit-elle avec un sourire timide qui fit battre son cœur. Ils avaient le prévu de se retrouver samedi pour flâner au jardin du Luxembourg, un endroit qu'elle adorait au printemps. Quand Julien quitta le bistrot, il eut l'impression de flotter. Il avait créé un lien avec elle. Il avait rendez-vous. Pour la première fois, sa vie lui semblait sienne. Mais la réalité de son monde s'imposa bientôt. Dès qu'il tourna au coin de la rue, son téléphone sonna, la sonnerie stridente réservée à une seule personne, son père. Il répondit. « Julien !» La voix d'Alain Dubois était glaciale, sans un mot de bienvenue. « Tu as manqué la réunion avec les investisseurs de Shanghai. Antoine a dit que tu avais un engagement personnel. Quel engagement personnel est plus important qu'un contrat à 200 millions d'euros ?» La question n'attendait pas de réponse. C'était une accusation. « C'était important, père, » dit Julien en s'efforçant de garder son calme. « Rien n'est plus important que l'héritage de cette famille. J'espère que tu ne te laisses pas distraire par des futilités. Souviens-toi de qui tu es. » L'appel s'interrompit brusquement. Julien s'appuya contre le mur de pierre, le contraste entre la joie ressentie quelques instants plus tôt et le poids glacial des paroles de son père le frappant de plein fouet. Il vivait deux vies, et il se demandait combien de temps il pourrait maintenir ces deux mondes séparés avant qu'ils n'entrent en collision. Ce samedi-là, un ciel bleu azur s'est levé, un cadeau rare au printemps parisien. Pour Camille, c'était comme un signe. Elle a passé la matinée dans un état de nervosité et d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle a choisi une simple robe fleurie, rangée au fond de son placard, pour une occasion spéciale qu'elle n'aurait jamais imaginée. En se regardant dans le miroir, elle a vu non seulement la serveuse de Montmartre, mais une femme sur le point d'aller à un rendez-vous. Avez-vous déjà ressenti une connexion si instantanée avec quelqu'un que vous aviez l'impression de vous connaître depuis toujours? De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Julien la rencontra à l'entrée du jardin du Luxembourg. Il ne portait pas de costume, mais la même tenue décontractée et sans prétention que la dernière fois. Et, bien sûr, son appareil photo était pendu à son cou. Le sourire qu'il lui adressa en la voyant était si sincère qu'il dissipa toute sa nervosité. Ensemble, ils marchèrent le long des allées de gravier à l'ombre des châtaigniers. Il la photographia discrètement, riant d'un enfant chassant des pigeons, s'émerveillant des couleurs des fleurs des parterres méticuleusement entretenus et concentré à observer les petits voiliers que les enfants poussaient à la perche dans le grand bassin octogonal. Ils ont discuté pendant des heures de tout et de rien. Elle a parlé de sa grand-mère, désormais plus forte et plus énergique, et de son rêve de devenir fleuriste. Il a parlé de sa passion oubliée pour la photographie, de la façon dont l'appareil photo lui a permis de voir le monde en vrai, et non pas seulement comme un ensemble d'atouts et d'inconvénients. Il était charmant, drôle, et surtout, un auditeur attentif. Pour la première fois, Camille a senti que quelqu'un s'intéressait sincèrement à elle et non à ce qu'elle pouvait apporter. Alors qu'ils achetaient une glace à un vendeur ambulant, à la pistache pour elle, au caramel salé pour lui, un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume coûteux et portant une serviette en cuir, s'arrêta brusquement devant eux. « Dubois !» dit-il avec une familiarité suffisante. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vous croyais à Genève en train de conclure un accord pharmaceutique. » Le corps de Julien se raidit instantanément. Le sourire disparut de son visage, remplacé par un masque froid et impénétrable que Camille n'avait jamais vu auparavant. « Monsieur Renaud, » dit Julien d'une voix basse et sèche, « je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » L'homme, Renaud, cligna des yeux.
perplexe. Quoi? Vous êtes Julien Dubois, le fils d'Alain. Nous avons dîné ensemble le mois dernier avec les investisseurs japonais. Vous vous trompez, interrompit Julien, le regard si glacial que l'homme recula d'un pas. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous sommes occupés. Sans attendre de réponse, Julien prit la main de Camille et l'entraîna, laissant Monsieur Renaud là, bouche bée. Camille sentit un frisson la parcourir, malgré le soleil de l'après-midi. Sa transformation avait été choquante. « Julien, qu'est-ce que c'était? Qui était cet homme ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Julien s'arrêta et se tourna vers elle, la chaleur revenant lentement dans ses yeux, mais une ombre de panique persistait. « Je suis désolé pour tout ça, » dit-il en se passant la main libre dans les cheveux. « C'est un homme avec qui ma famille a eu des problèmes professionnels, une longue et pénible histoire. Il me prend pour mon frère. C'est une ressemblance regrettable. » Le mensonge s'échappa de ses lèvres avec une facilité qui le surprit. Camille l'observait. L'explication semblait plausible, mais le froid provoqué par ce changement soudain de personnalité la troublait encore. C'était comme si elle avait aperçu un autre homme, un homme puissant et impitoyable, caché sous la façade sensible du photographe. Mais il lui sourit alors, un sourire à la fois contrit et rassurant, et elle décida de le croire. Elle voulait le croire. La journée était trop parfaite pour être gâchée par une étrange rencontre. « D'accord, » dit-elle avec un sourire forcé. « Laisse tomber. Où en étions-nous ? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. » Ils poursuivirent leur promenade et la magie revint peu à peu, mais pour Julien, le charme était rompu. La rencontre avec Renaud lui rappela brutalement que son petit monde de contes de fées avec Camille était une bulle fragile et que le monde réel, celui d'Alain Dubois, était toujours aux aguets, prêt à la faire éclater. Il savait qu'il tombait amoureux de Camille, de sa gentillesse, de sa résilience et de son sourire capable d'illuminer les journées les plus grises de Paris. Et cette certitude le terrifiait, car il construisait cette relation sur des fondations de mensonges. En fin d'après-midi, il la raccompagna au pied de la butte Montmartre. La lumière dorée du coucher de soleil baignait les toits de la ville. Ils s'arrêtèrent devant la bouche du métro, le silence entre eux empli de non-dits. « J'ai passé une merveilleuse journée, Julien, » dit Camille d'une voix douce. « Moi aussi, » répondit-il, et c'était la pure vérité. Il voulait l'embrasser, il voulait tout lui dire, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Au lieu de cela, il tendit la main et écarta délicatement une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa joue une seconde de plus que nécessaire. « On se voit au bistrot ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » murmura-t-elle, le cœur battant. Elle se retourna et descendit les escaliers du métro, lui jetant un dernier regard timide en arrière. Julien la regarda partir, le poids de son secret plus lourd que jamais. Il avait échappé de justesse à la catastrophe aujourd'hui, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ces deux mondes ne se heurtent de manière catastrophique. Et il craignait qu'en le faisant, il perde la seule chose qui commençait à avoir vraiment de l'importance. Le mensonge, pourtant bien intentionné, commença à tisser sa toile autour de Julien. Chaque fois qu'il voyait Camille, la joie s'accompagnait d'un pincement de culpabilité. Il devenait acteur de sa propre vie, partageant son temps entre deux périodes radicalement différentes. Le jour, il était Julien Dubois, l'héritier impitoyable, président des réunions dans des salles vitrées donnant sur les Champs-Élysées, parlant dans le jargon des fusions-acquisitions et subissant le regard désapprobateur constant de son père. Mais en fin d'après-midi, il troquait son costume contre un jean, sa serviette en cuir contre son appareil photo et se précipitait à Montmartre au seul endroit où il se sentait lui-même, aux côtés de Camille. Ils devinrent inséparables, il venait la chercher au bistrot à la fin de son service et ils exploraient Paris ensemble. Non pas le Paris des luxueuses cartes postales qu'il connaissait, mais le Paris de Camille. Elle l'emmenait au marché aux puces de Saint-Ouen, labyrinthe d'antiquités et de trésors oubliés, où il riait en essayant de vieux chapeaux et en imaginant les histoires cachées derrière les meubles poussiéreux. Elle l'emmenait pique-niquer au bord du canal Saint-Martin, assis au bord de l'eau, dégustant fromage, baguettes et fraises achetées dans une petite fromagerie locale. Pour Camille, c'était un rêve. Elle tombait amoureuse de ce photographe doux, à l'âme poétique, qui voyait le monde avec une sensibilité qui l'émouvait. Pour Julien, c'était à la fois un soulagement et une torture. Chaque sourire, chaque contact de sa main était réel, mais les fondations sur lesquelles tout cela reposait étaient un leurre. Un soir, il marchait le long de la Seine, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre comme un collier de diamants. La tour Eiffel scintillait au loin. Ils s'arrêtèrent sur l'un des ponts, regardant passer un bateau-mouche bondé de touristes. « Tu sais,
dit Camille en posant sa tête sur son épaule. Parfois j'ai encore l'impression de rêver, que je vais me réveiller et que tout cela va disparaître. Julien sentit son cœur se serrer. Il la serra plus fort. « C'est réel, Camille » murmura-t-il d'une voix chargée d'émotions qu'il ne pouvait dissimuler. « Tu es la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. » À cet instant, sous les lumières de Paris, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre, hésitant au début, puis plus profond, nourri par le désir et les sentiments inexprimés qui les unissaient. Lorsqu'ils s'écartèrent, les yeux de Camille brillaient. « Julien » commença-t-elle, mais il la fit taire d'un doigt délicat sur ses lèvres. Il ne pouvait pas supporter d'entendre les mots qu'il savait qu'elle allait dire, pas alors qu'il était un imposteur. La pression du monde de Julien, cependant, s'accentuait. Son père, Alain, n'était pas homme à tolérer les distractions. Constatant l'absence croissante de Julien, tant physique que mentale, de l'entreprise familiale, il devint plus inquisiteur. « Où passais-tu tes soirées, Julien ?» demanda-t-il lors d'un dîner tendu dans son somptueux appartement surplombant l'Arc de Triomphe. « Tes rapports sont en retard. Tu n'as pas l'esprit dans le jeu. »« J'ai un hobby, » répondit Julien évasivement. « La photographie. » Alain ricana d'un ton dédaigneux qui trancha l'air. « La photographie. Tu as un empire à diriger et tu joues avec un appareil photo comme un adolescent. Laisse ces futilités à des artistes affamés. Tu es un Dubois. Comporte-toi comme tel. » La conversation se termina par un ultimatum. Julien devait accompagner son père pour un voyage d'affaires d'1 semaine à Zurich. C'était un ordre, pas une demande. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La nouvelle tomba sur Julien comme une sentence. 1 semaine loin de Camille lui parut une éternité. Pire encore, comment expliquer son absence ? Un photographe en herbe ne se rend pas à Zurich pour des rendez-vous professionnels. Cet après-midi-là, il se rendit au bistrot, le cœur lourd. Camille l'accueillit avec son sourire radieux habituel, un sourire qui lui fit maintenant mal. « J'ai des nouvelles » dit-il, essayant d'avoir l'air décontracté. « J'ai trouvé un travail, un petit boulot, mais c'est un début. Une galerie à Zurich veut voir mon portfolio. Je vais devoir y aller 1 semaine. » La réaction de Camille fut une pure joie pour lui. Ses yeux s'illuminèrent et elle le serra fort contre elle par-dessus le comptoir. « Julien, c'est merveilleux. Je savais que tu pouvais y arriver. Je suis si fière de toi. » Chacun de ces mots pleins de fierté lui transperçait la poitrine. Il mentait à la personne la plus honnête qu'il connaissait et elle célébrait son mensonge. Avez-vous déjà dû cacher une partie de vous-même par peur d'être jugé ou de perdre quelqu'un ? C'est une situation terriblement solitaire. La veille de son départ, il l'emmena dîner dans un petit restaurant italien niché dans une petite rue du Marais, son préféré. La soirée fut douce amère. Ils rirent, parlèrent de son avenir, du fleuriste qu'elle ouvrirait un jour et de son succès de photographe. Mais au fond, Julien sentait le temps lui filer entre les doigts. Lorsqu'il la raccompagna chez elle, il la tint un long moment sur le seuil. « Tu vas me manquer » dit-il d'une voix rauque. « Passera vite » le rassura-t-elle en l'embrassant doucement. « Et quand tu reviendras, tu auras tant d'histoires à raconter ?» Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Alors qu'il s'éloignait dans les rues de Montmartre, un terrible sentiment l'envahit. Le tissu de mensonges devenait plus complexe, plus enchevêtré. Et il pressentait que tôt ou tard, il s'y laisserait prendre et entraînerait Camille avec lui. La collision de leurs 2 mondes n'était plus une question de si, mais de quand. La semaine à Zurich fut un tourbillon de salles de conférences vitrées, de chiffres sur les écrans et de poignées de main sans âme. Pour Julien, c'était une torture. Assis à côté de son père, le visage masqué par le professionnalisme, son esprit vagabondait dans les rues de Montmartre. Chaque décision à plusieurs milliards de dollars dont il discutait semblait insignifiante comparée à la simplicité du sourire de Camille. Le soir, dans la chambre d'hôtel stérile, il contemplait les photos qu'il avait prises d'elle au jardin du Luxembourg, le seul lien qu'il ressentait avec le monde étant le sien. Il répondait à ses messages, le cœur lourd, inventant des détails sur ses rencontres avec des conservateurs d'art et la froide beauté de la Suisse, chaque mot ajoutant une nouvelle couche à son réseau de tromperies. Pendant ce temps, à Paris, Camille ressentait l'absence de Julien comme un vide à ses côtés, mais un espace empli d'espoir. Elle travaillait au bistrot avec une énergie renouvelée, comptant les heures jusqu'à son retour. Elle racontait fièrement à sa grand-mère le voyage de Julien, la reconnaissance de son talent. Madeleine souriait, heureuse de voir sa petite-fille si éclairée. La vie de Camille, autrefois une routine grise, prenait désormais les couleurs vibrantes de l'anticipation. Elle rêvait de l'avenir, du fleuriste qui l'avait encouragée à ouvrir, d'une vie simple et belle avec l'homme qu'elle aimait.
Le vendredi, jour où Julien devait rentrer, le bistrot était calme en cet après-midi. Un homme d'affaires, lisant un magazine financier, termina son expresso, laissa quelques pièces sur la table et partit précipitamment. Camille alla débarrasser la table, ramassant le magazine pour le jeter. Mais quelque chose sur la couverture la fit s'arrêter. C'était une photo de deux hommes en costume sombre, avec le titre en gras « L'Empire du Bois, père et fils et la prochaine conquête européenne ». Elle ne reconnut pas le plus âgé, mais le plus jeune. Son cœur s'arrêta. Le visage était reconnaissable entre mille. C'était son Julien. Le même regard intense, les mêmes cheveux noirs, mais l'expression était différente. Froide, puissante, implacable. Ce n'était pas le photographe sensible, c'était un prédateur d'entreprise. Ses mains se mirent à trembler en lisant le nom sous la photo. Alain Dubois et son héritier, Julien Dubois. La réalité la frappa comme une vague glacée. Julien Dubois, le milliardaire. L'homme dont elle avait déjà vu la photo, mais qu'elle n'avait jamais associé à son Julien. Le mensonge sur son frère, l'étrange rencontre dans les jardins, le voyage à Zurich, tout cela s'assemblait en un horrible puzzle. L'homme dont elle était tombée amoureuse n'existait pas. C'était une façade, un mensonge élaboré. Le magazine lui glissa des doigts et tomba au sol avec un bruit sourd, le bruit faisant écho à la douleur de son cœur brisé. L'espace d'un instant, Camille resta figée, le souffle coupé. Le bourdonnement du réfrigérateur du bistrot, le rire lointain d'un client, l'odeur du café torréfié, tout se transforma en un bruit blanc assourdissant. D'une main tremblante, elle se pencha et prit le magazine. La page était lisse et fraîche sous ses doigts. Il n'y avait pas d'erreur. C'était lui. L'homme qui l'avait embrassé sur le pont, qui avait écouté ses rêves, qui lui avait redonné foi aux contes de fées, était celui-là même dont l'empire financier valait probablement plus que tout le quartier de Montmartre. La gentillesse, la sensibilité, l'appareil photo autour du cou, tout cela n'était-il qu'une imposture? Le jeu d'un homme riche lassé de sa propre vie, l'humiliation la brûlait, plus brûlante et plus douloureuse que toute tristesse qu'elle avait jamais ressentie. Quelle a été la plus grande déception que vous ayez jamais connue? Et comment avez-vous trouvé la force d'aller de l'avant? Camille, ça va? La voix de son patron, Monsieur Dubois, une ironie cruelle qui ne la frappa qu'à cet instant, la tira de sa transe. Elle releva la tête, les yeux écarquillés. Elle devait ressembler à un fantôme. Je ne me sens pas bien, parvint-elle à balbutier d'une voix faible et étrange à ses propres oreilles. Il faut que je rentre. Sans attendre de réponse, elle ôta son tablier, jeta le magazine à la poubelle comme s'il lui brûlait les mains et courut dans la rue, dans l'air froid de l'après-midi qui n'éteignit pas le feu qui lui brûlait le visage. Le chemin du retour fut une torture. Chaque rue pavée, chaque charmant café, chaque aperçu du Sacré-Cœur au sommet de la colline semblait se moquer d'elle. C'était son Paris, le Paris qu'il explorait avec elle comme une nouveauté, alors qu'en réalité, il le possédait. Chaque souvenir qu'ils avaient construit ensemble était désormais souillé, contaminé par le mensonge. Le pique-nique, les photos, le baiser, tout cela ressemblait à une scène de film dont elle seule ne connaissait pas le scénario. En arrivant à la maison, elle trouva sa grand-mère en train de tricoter dans le fauteuil, un sourire serein aux lèvres. « Ma chérie, tu es en avance ?» Camille força son sourire le plus convaincant. Le mouvement était lent, on m'a laissé sortir. Elle ne pouvait pas s'effondrer devant Madeleine. Elle ne pouvait pas laisser la douleur qui la déchirait toucher celle qui était son seul refuge. Elle s'enferma dans sa chambre minuscule, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait idiote, naïve, une serveuse qui croyait qu'un prince pouvait tomber amoureux d'elle sans se rendre compte qu'il n'avait jamais cessé d'être un roi déguisé. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, le jet privé des Dubois atterrissait à l'aéroport du Bourget. Julien éteignit le mode avion de son téléphone et, dès qu'il fut au téléphone, il envoya un texto à Camille. « Je suis de retour. La semaine la plus longue de ma vie. J'ai hâte de te voir. On se retrouve au bistrot ?» Un sourire effleura ses lèvres pour la première fois depuis des jours. La culpabilité de son mensonge le rongeait encore, mais la perspective de la revoir primait surtout. Il décida que ce soir serait le grand soir. Il lui dirait la vérité. Il lui expliquerait tout, lui demanderait pardon si nécessaire, mais il ne vivrait plus dans cette mascarade. Il l'aimait, et le véritable amour ne pouvait pas se construire sur un mensonge. Il prit un taxi, le cœur empli d'un mélange d'angoisse et d'espoir, direction Montmartre. Dans sa chambre, Camille vit le message de Julien apparaître sur l'écran de son téléphone. Les mots « Je suis de retour » la frappèrent violemment. Il était de retour dans son terrain de jeu. La joie de son message était une insulte à sa douleur.
Elle jeta le téléphone sur le lit, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée ruisselant enfin, chaudes et amères, sur son visage. Elle ne répondit pas. Le silence était sa seule arme. Au bistrot, Julien attendit. 15 minutes, 30. 1 heure. Il appela son portable, mais il tomba directement sur la messagerie. Une boule d'inquiétude se forma dans son estomac. Il demanda de ses nouvelles à M. Dubois, qui se contenta de lui dire qu'elle était partie tôt, l'air malade. La panique s'installa. Il paya un café à peine touché et courut dans les rues vers son appartement, gravissant les escaliers 2 par 2. Il s'arrêta devant sa porte, le cœur battant la chamade, avec la terrible sensation que quelque chose clochait irrémédiablement. Il prit une grande inspiration et frappa. Le bruit résonna dans le couloir silencieux, signe avant-coureur de la tempête qui était sur le point d'éclater. La porte s'ouvrit lentement. Ce ne fut pas le sourire qu'il attendait qui l'accueillit, mais des yeux emplis d'une douleur glaciale. Dans sa main, Camille tenait le magazine, ouvert à la page fatidique. Elle ne dit rien, se contentant de lui tendre le bras, lui montrant la preuve de sa trahison. Le visage de Julien pâlit. La vérité qu'il était venu confesser l'avait déjà bouleversé. « Camille, je peux t'expliquer » commença-t-il d'une voix désespérée. « Expliquer quoi » répondit-elle d'une voix basse, mais aussi tranchante que du verre brisé. « Que ta vie était un jeu, que j'étais ton divertissement exotique pendant quelques semaines ?» Il n'essaya pas de le nier. La vérité, crue et douloureuse, jaillit de ses lèvres. Il parla de la pression de son nom, de la solitude de son monde, du désir désespéré de trouver quelqu'un qui le reconnaisse, et non son compte en banque. Il avoua qu'il allait tout lui dire ce soir-là, la supplier de voir l'homme derrière ce mensonge. Elle l'écouta, et au milieu de sa colère, une part d'elle reconnut la vérité dans sa voix. L'homme dont elle était tombée amoureuse était là, enseveli sous le poids d'un mensonge, mais il était là. Sa gentillesse, sa passion pour l'art, son regard, tout cela était indescriptible. Ce n'était pas un pardon immédiat. C'était un hochement de tête hésitant, une invitation à entrer, à recommencer, brique par brique, avec la vérité comme ciment. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Julien prouva sa valeur non pas par l'argent, mais par ses actes. Il tint tête à son père, non pour abandonner son héritage, mais pour le façonner à sa manière, en créant une fondation pour soutenir les jeunes artistes. Avec son aide, Camille ouvrit enfin sa propre boutique de fleurs à Montmartre, la Fleur de Camille, un petit paradis de couleurs et de parfums qui devint le cœur du quartier. Madeleine, la santé retrouvée, y passait ses après-midi à tricoter parmi les pivoines et les roses. Ainsi, dans les rues de Montmartre, une serveuse et un milliardaire découvrirent que la plus grande fortune ne résidait pas dans un compte en banque, mais dans le courage d'être vulnérable, de pardonner et de construire un amour fondé sur la vérité, aussi complexe soit-il. Ils trouvèrent l'un en l'autre non pas une échappatoire à leur vie, mais le foyer où ils étaient destinés à retourner. Cette histoire nous montre que parfois, les plus grands obstacles sont les murs que nous érigeons autour de notre propre cœur. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? La découverte du mensonge ou le moment du pardon? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé le parcours de Camille et Julien, que diriez-vous d'une histoire d'amour perdu retrouvée dans les vignobles bordelais? Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aimer, de partager avec quelqu'un qui aime les belles histoires d'amour et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine rencontre. Au revoir et à bientôt.